parti. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de ce midi qui porte sur les pratiques équitables à déployer envers les élèves issus de l'immigration considérés en difficulté avec Corina Borianadon de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonne conférence. Merci Corina. À toi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce midi. Bon appétit à tout le monde. Je vois autour de l'écran des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps. Je vois des visages que je reconnais, des personnes qui ont traversé mon parcours en tant que collègue, aussi en tant qu'étudiante. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver ce midi. Je ne m'attendais pas là, à vous voir toutes et tous comme ça. Donc, ça fait vraiment plaisir. Je vais partager ici ma présentation. Alors, pour commencer, déployer des pratiques équitables envers les élèves issus d'immigration considérés en difficulté. D'abord, merci à la DILEI d'avoir pensé à moi pour vous partager là, mes constats, mes réflexions sur cette thématique. Merci spécial à Janie Perron, avec qui j'ai vraiment réfléchi sur la structure de la présentation. Je vous le dis tout de suite, c'est pas facile en 25 minutes de faire le tour de cette question. On va tenter ici là, d'aborder des éléments qui nous semblent fondateurs pour initier une réflexion à cet égard. C'est un peu l'intention qu'on a définie, Janie et moi. Et Janie m'a donné vraiment des bonnes pistes. Je voulais aussi remercier ma collègue Josée Charette, qui s'est déjà prêtée à l'exercice il y a quelques semaines, avec qui j'ai aussi discuté de comment organiser ma conférence d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a, alors voici, qui m'a amené convaincu à utiliser un avatar. Donc, cet avatar-là va me suivre tout au long de ma conférence. C'est pour vous montrer les différents questionnements que j'ai eus en créant cette conférence aujourd'hui. Donc, vous allez m'accompagner dans mon propos, mais aussi dans ma construction de ma réflexion là, que je partage avec vous aujourd'hui. Donc, je suis professeure, comme l'a dit François, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En fait, mes travaux s'inscrivent vraiment dans l'articulation entre la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique et l'adaptation scolaire. Ce qui m'intéresse, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, les processus d'évaluation des besoins et de classement de ces élèves qui, en fait, ont des réalités, des expériences de vie qui font en sorte qu'au niveau ethnoculturel, religieux, linguistique, peuvent amener certaines ressources, mais aussi certains défis pour les acteurs scolaires. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et François a bien nommé, on va discuter de qu'est-ce que c'est que ce titre-là. Et la stratégie que j'ai décidé d'emprunter aujourd'hui, c'est justement de découper ce titre puis d'y aller section par section pour voir ce que ça peut bien vouloir dire. Donc, merci d'être là. Sentez-vous à l'aise, comme l'a dit François, d'écrire dans le clavardage et puis de garder vos questions de réflexion pour la fin pour qu'on puisse discuter. Je vais tenter de ne pas prendre tout le temps pour qu'on puisse discuter ensemble. Donc, je remets ici le titre, déployer des pratiques équitables envers les élèves issus de l'immigration considérés en difficulté. Donc, commençons avec cette première partie. Déployer des pratiques. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc, une première chose que je voulais souligner ici, que déployer des pratiques, ça ne peut pas être réduit à un checklist. Alors, je vous le dis tout de suite, vous ne sortirez pas d'ici avec une liste de pratiques à mettre en œuvre auprès des élèves issus d'immigration considérés en difficulté. Mais plutôt, ce qu'on va chercher à faire, c'est, on va essayer de réfléchir à comment on voit ces élèves. C'est pas pour rien que je dis considérer en difficulté, parce que ça met de l'importance sur le regard qu'on porte sur ces élèves. Et pour chercher à faire ça, en fait, j'ai contrasté ici 3 loupes qui, dans le fond, symbolisent notre regard que l'on porte sur ces élèves-là. Une première loupe où on voit, dans le fond, l'élève en gros plan. Une deuxième loupe où on voit l'élève avec d'autres personnes, on pourrait dire en contexte. Puis une troisième loupe où là, là, on me voit avec une loupe.
Donc, c'est une loupe où on essaye de regarder notre propre regard sur les élèves. Donc, hein, l'objet de la loupe change là, dans le troisième regard. Donc, vous allez voir, je vais prendre ça un par un. Donc, si on est dans la première loupe, alors là, vous voyez, on a ici une classe. La classe est très floue parce que notre loupe va nous mettre l'accent sur les élèves. J'ai fait exprès pour prendre ici 3 élèves différents en gros plan. On va se demander, quand on va déployer des pratiques et qu'on utilise cette première loupe-là, on va se demander, c'est quoi les caractéristiques des apprenants qui expliquent leurs difficultés? C'est ça qu'on va se demander. Ça va amener des pratiques d'identification, des pratiques d'évaluation qui vont nous amener à se demander, est-ce que l'élève correspond plus à un profil A, un profil B, un profil C? C'est ça qu'on va chercher à faire quand on emploie cette petite loupe. Évidemment, cette loupe-là, elle permet de voir l'élève en gros plan. Elle nous permet de voir que certains élèves portent des lunettes. Elle nous permet de voir que certains manipulent le crayon avec plus ou moins d'aisance. Elle nous permet de voir certaines choses. Mais le reste de l'image reste flou. On a cet élève de façon décontextualisée, en quelque part. On voit seulement l'élève. Je poursuis. On va passer à notre deuxième loupe. Alors, dans notre deuxième loupe, alors là, on voit ici, dans un plan un peu plus gros, avec un pas de recul, on voit que notre élève de tout à l'heure, mais il se retrouve dans une situation où on lui a offert une certaine aide technologique. On voit que ses collègues portent un casque d'écoute, mais pas lui. On voit aussi qu'il a le soutien d'une personne adulte pour réaliser une tâche. Donc, ici, la question qu'on va se demander, c'est quelles sont les pratiques à mettre en œuvre pour limiter les obstacles que rencontre cet apprenant dans la situation d'enseignement-apprentissage. Donc, dans cette loupe-là, on va dire que c'est une loupe contextuelle. C'est sûr que quand le contexte change, ce qu'on voit change. Alors que quand on regarde seulement l'élève, on peut s'attendre à une certaine stabilité. On peut s'attendre à une certaine stabilité dans ce qu'on voit à travers notre loupe. Donc, ici, on va déployer plutôt des pratiques qu'on pourrait appeler de différenciation pédagogique. Donc, on va mettre en place de la flexibilité, on va mettre en place à certains moments de l'adaptation ou de la modification pour les élèves pour s'assurer que dans les contextes, dans les situations d'enseignement-apprentissage, ils puissent, dans le fond, en bénéficier pleinement. C'est ça qu'on va faire dans cette deuxième loupe. Alors là, on va dans la troisième loupe, OK? Donc, dans la troisième loupe, j'ai pris l'ensemble de la classe. J'aurais aimé pouvoir prendre cette perspective à partir des 2 enseignantes qui se retrouvent ici, d'une enseignante et une orthopédagogue, en fait, voir comment elle-même voyait la classe. Ça aurait été encore plus cohérent avec ma loupe dans laquelle je suis à moi-même à l'intérieur de la loupe. Et ici, on va se demander comment les pratiques éducatives contribuent à l'exclusion ou à l'inclusion sociale des apprenants. On va se poser des questions comme, ça veut dire quoi être compétent? C'est quoi nos attentes envers les élèves? Ici, on voit, par exemple, dans cette classe-là, qu'on est en train de travailler le thème de l'Halloween. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour ces différents élèves-là, l'Halloween? Quel est leur bagage par rapport à cette fête-là? Quelle est l'importance, la signifiance qu'eux-mêmes accordent à ces éléments curriculaires-là? Donc, on va regarder non seulement un contexte plus large, mais on va procéder à un changement de focus en se demandant nous-mêmes quel regard on porte sur la diversité au sein de notre contexte. Donc, 3 loupes différentes qui nous témoignent de 3 façons différentes de voir la diversité des élèves et dans nos contextes et qui se traduisent par des pratiques différentes. Donc, quand je disais qu'on ne peut pas se limiter à un checklist, c'est-à-dire qu'il faut se demander dans quelle de ces loupes on s'inscrit et quels sont, dans le fond, les avantages puis les inconvénients de ce choix de loupe-là. Donc, bingo! Déployer des pratiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire interroger ses propres représentations de la diversité et celles des apprenants. Quelle loupe! Ça veut dire engager l'ensemble de la communauté éducative dans l'adoption d'une vision et d'action concertée.
Surtout quand on se trouve dans une loupe contextuelle ou dans une loupe sociale, ben, on ne peut pas agir seul et surtout l'apprenant n'est plus seul. Donc, il faut penser à est-ce que nos pratiques sont en cohérence. On pourrait penser ici à des concepts comme la question des transitions, de la continuité éducative pour soutenir cette piste-là, mais aussi s'engager dans un processus réflexif continu pour favoriser la pleine participation de toutes. J'ai donné l'exemple de l'Halloween, c'était l'exemple qui était généré par la photo. Est-ce que les situations d'enseignement-apprentissage que je propose à mes élèves sont susceptibles, est-ce qu'ils sont susceptibles d'y participer, mais aussi, est-ce qu'elles sont signifiantes pour eux? Est-ce qu'elles veulent, elles ont un sens? Bon, donc, premier élément, on y reviendra, j'imagine, avec vous dans les échanges. Deuxième élément, des pratiques équitables. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Merci, José. Alors, pour parler de pratiques équitables, OK, c'est sûr qu'on va vouloir prendre en compte une pratique équitable, ça veut dire une pratique qui n'est pas uniforme à tous les élèves. C'est ça qu'on dit. L'équité, ça veut dire qu'on prend en compte les spécificités, les caractéristiques de certains sous-groupes d'élèves, notamment des sous-groupes qui sont considérés plus vulnérables. Et ici, j'ai repris, en fait, un schéma du ministère. D'ailleurs, la référence devrait apparaître quand je vais cliquer, qui montre, en fait, qui contraste les facteurs individuels liés aux apprentissages, les facteurs sociaux et familiaux et les facteurs scolaires. Alors, les facteurs scolaires, nos croyances et nos perceptions, nous, on les a appelés nos loupes, nos pratiques pédagogiques, les modes d'organisation et de fonctionnement de la classe et de l'école, donc nos modèles de service, à la fois pour les SASAF, mais aussi pour les élèves de l'adaptation scolaire, les relations interpersonnelles et le climat de l'école, comment cet apprenant qui, dans le fond, bénéficie des mesures d'équité est perçu par ses pairs, est perçu par les autres adultes de l'école et les pratiques de gestion. Donc, évidemment, si on veut déployer des pratiques équitables, on va vouloir mettre l'accent sur les facteurs scolaires. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, les facteurs scolaires, c'est les facteurs sur lesquels on peut agir. En fait, les facteurs individuels puis les facteurs sociaux et familiaux, OK, ne sont pas de l'ordre de la portée de l'école. OK? Ils sont de l'ordre de la portée sociale. Ça, on y pense quand on fait des pétitions puis qu'on vote aux élections. Donc, les facteurs sur lesquels on peut agir, c'est les facteurs scolaires. Les facteurs scolaires aussi, ils permettent à l'école et aux acteurs scolaires de prendre leurs responsabilités. Donc, la réussite ou l'échec de l'élève n'appartient pas seulement à l'élève, il appartient aux pratiques qu'on met en place pour cet élève. Donc là, wow, OK, ça nous met quelque chose un petit peu sur les épaules. Ça repose sur le postulat que tout élève peut apprendre. En fait, les facteurs scolaires viennent en réponse, dans le fond, aux facteurs individuels ou socio-familiaux qui pourraient être considérés comme des facteurs de risque. Donc, on joue un rôle de protection, comme dit la recherche, sur ces autres facteurs-là. Ils remettent en question l'idée qu'il faut attendre que l'élève soit en échec avant de le soutenir. Les facteurs scolaires sont dans un processus continu. Donc, cet échec, ce n'est pas le résultat, en fait, c'est une donnée qu'on prend en compte tout au long du processus. On va y revenir à ça tout à l'heure. Et ça réaffirme, ça va dans le même sens, l'importance des occasions d'apprentissage qui sont offertes à l'élève dans la compréhension de ses difficultés. Trop souvent, ce qu'on contacte dans les milieux, c'est que ce qu'on évalue chez les élèves, c'est trop souvent des choses qui n'ont même pas été enseignées. Donc, on est en train d'évaluer ce que l'élève a appris à l'extérieur même de son cheminement scolaire, d'autant plus pour des élèves issus de l'immigration, notamment, par exemple, des élèves nouveaux arrivants, où on n'a pas d'idée de quelles ont été leurs occasions d'apprentissage. Donc, accorder une importance aux facteurs scolaires, c'est aussi accorder une importance, une cohérence entre ce qu'on évalue puis ce qu'on a soutenu comme développement chez nos élèves. Donc, vous connaissez peut-être déjà cette image, dans le fond, qui dit pour une sélection équitable, tout le monde va avoir le même examen. Donc, ici, on pense que équité puis égalité, c'est la même affaire. Donc, s'il vous plaît, grimpez à cet arbre. OK? Donc, bon, évidemment, il y en a ici qui vont grimper rapidement à l'arbre
Il y en a d'autres qui vont tenter, OK? Il y en a d'autres qui ne vont même pas y penser, OK? C'est même pas une option. Et même si on ajoutait, par exemple, une échelle, ça pourrait aider certains de nos apprenants, mais pas tous, OK? Donc, à certains moments, on peut utiliser une loupe contextuelle pour soutenir, dans le fond, l'accès de l'élève à la situation d'enseignement-apprentissage, mais à d'autres moments, il faut utiliser une loupe plus large, une loupe sociale pour se demander, bien, c'est quoi notre regard ici sur la diversité, puis est-ce que notre tâche est signifiante? T'sais, ça a-tu du bon sens de demander ça à notre ami l'éléphant? Donc, je continue avec l'importance des facteurs scolaires et des pratiques équitables. Donc, on est en train de dire, en fait, que de déployer des pratiques équitables, ça veut dire prendre en compte ce qu'on offre aux apprenants à l'intérieur, dans le fond, de nos contextes scolaires et de voir comment est-ce qu'on soutient les apprenants dans la progression de ces attentes-là. Quand on parle de pratiques équitables, j'aime bien utiliser cette image qui est d'une équipe de chercheurs californiens qui s'intéresse à la surreprésentation des élèves latino-américains dans les classes spéciales, dans les special education, qui disent en fait que la surreprésentation des élèves, on pourrait la voir comme le canari que les mineurs de charbon utilisaient pour descendre dans les mines au 18e siècle. Ces mineurs-là, en fait, amenaient le canari en cage avec eux en descendant sous la terre. Et quand ils escavaient la mine, bien, en fait, souvent, il y avait des émanations de gaz toxiques. On appelle ça des coups de grisou. Et en fait, le canari, c'était en fait, il était plus sensible à l'émanation de gaz que les humains parce que plus petit. Donc, il réagissait beaucoup plus rapidement à l'émanation des gaz toxiques que les mineurs eux-mêmes. Et donc, ça faisait en sorte que c'est que si le canari commençait à s'endormir, bien, ça voulait dire qu'il faut remonter, que ça ne va pas bien dans la mine, puis que les prochains à tomber, ça va être les mineurs. Donc, ces auteurs, c'est quand même une image forte, là. Ces auteurs nous rappellent que, dans le fond, quand nos élèves sont surreprésentés, qu'on les retrouve de façon importante dans certains sous-groupes d'élèves considérés en difficulté, on y revient, bien, en fait, on pourrait réfléchir à notre canari dans notre mine. Est-ce que c'est notre mine qui est sous l'effet d'un coup de grisou? Est-ce que si on regarde seulement le canari, on va pouvoir s'en sortir? Non, les gaz toxiques sont malheureusement inodores et invisibles. Pour ça, ils sont apparents et ils font en sorte que notre canari vacille. Donc, je vous laisse avec cette métaphore-là, mais ça me permet de dire que déployer des pratiques équitables, ça veut dire, accorder de l'importance aux facteurs scolaires. Bien sûr qu'on veut accorder de l'importance aux facteurs individuels, aux facteurs sociaux et familiaux, mais pas au détriment des facteurs scolaires qui sont ceux sur lesquels on peut agir. On va aussi chercher à identifier, à reconnaître les zones de vulnérabilité à l'intérieur de notre école. À quel moment notre canari vacille? Quelles sont ces zones-là? Dans la transition entre l'accueil et le régulier, par exemple. Dans le choix des programmes sélectifs au secondaire. Dans l'entrée au préscolaire. Quelles sont ces zones où on se rend compte que nos élèves sont considérés en difficulté? C'est quand ça que ça se passe dans leur parcours? Et aussi, déployer des pratiques équitables, ça veut dire réduire les obstacles rencontrés en matière d'accès à l'éducation, mais aussi d'accès à la réussite éducative. Ce que je veux dire ici, c'est que considérer en difficulté, ça peut aussi vouloir dire performer à l'école, mais pas vouloir aller à l'école, pas se sentir appartenir à l'école, pas être reconnu par ses pairs. Donc ça aussi, ça peut être considéré en difficulté. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des psychoéducateurs avec nous aujourd'hui. Donc ça aussi, ça peut être des obstacles rencontrés par les élèves sur lesquels on peut agir. Bon, on continue. Ça va bien. Considérer en difficulté. Donc, encore une fois, on réfléchit. Oui, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, Corinna, c'était la question de Janie, ça, considérer en difficulté. Mais Corinna, là, vraiment, qu'est-ce que tu veux dire par là? OK? Alors là, on a déjà vu avec nos bulles, avec nos loupes, on a déjà vu avec nos facteurs scolaires que notre regard sur l'élève a une incidence sur notre pratique.
On a donc considéré en difficulté, on revient à ça, hein, on revient à notre regard sur l'élève. Est-ce que l'élève est vraiment ou pas en difficulté? Là, ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. En fait, en tout cas, ce n'est pas seulement ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment on le reconnaît, nous. On pourrait avoir des élèves, et là, on va y revenir tout à l'heure, qui présentent effectivement, en fait, des besoins, mais qu'on ne reconnaît pas. Mais à l'inverse, il pourrait y avoir des élèves qui ne présentent pas de besoins, mais qu'on reconnaît qu'ils en ont. Non, on se retrouve comme, c'est ça que ça veut dire considérer en difficulté, hein? C'est notre regard sur les élèves. Bon, pour parler de ça, j'utilise souvent ces trois fonctions-là, hein, se rappeler que quand on évalue les besoins des élèves, quand on met en place des pratiques de soutien, bien, en fait, on répond à des fonctions différentes. Et ça, c'est des mots, c'est des mots de chercheurs pour dire, en fait, que parfois, nos processus d'évaluation des besoins des élèves ne sont pas là pour soutenir, seulement là pour soutenir leurs apprentissages. Donc, souvent, par exemple, on va mettre de l'avant une fonction diagnostique. On se souvient de notre loupe, notre élève, là, OK? Quelle est la nature puis la sévérité des difficultés de l'élève, OK? On va parfois aussi mettre de l'avant une fonction administrative, la troisième ici, OK? Quel code? Quelle exigence pour la reddition de compte? C'est quoi le rapport que j'ai besoin pour que l'élève puisse aller dans telle et telle classe? J'imagine que vous êtes en train de vous poser ces questions-là présentement dans vos milieux, OK? Mais en fait, la fonction qui devrait être saillante, si on veut mettre en place des pratiques équitables, c'est déterminer les étapes d'apprentissage ultérieures et mettre en place des mesures qui seraient équitables, hein, dans le fond, d'aide à l'apprentissage. Évaluer pour soutenir l'enseignement-apprentissage, cette fonction pronostic, ça devrait être, dans le fond, la principale fonction de notre processus d'évaluation et de soutien des élèves. Là, je vais faire une petite parenthèse pour parler de c'est quoi une étiquette et versus un besoin. Hein? Souvent, on va parler des besoins, on va dire les élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors moi, ce que je propose, c'est de ne pas penser que le besoin appartient à l'élève. En fait, le besoin, il appartient à la situation d'enseignement-apprentissage. S'il appartient à l'élève, bien, on se retrouve dans une première loupe. Hein? Mais si le besoin appartient à la situation d'enseignement-apprentissage, bien, il pourrait être plus contextualisé et on pourrait même faire partie de ce qui fait émerger ou non le besoin, n'est-ce pas? Donc là, ça change le regard aussi sur nous. J'utilise souvent ce texte de Serge Thomaset pour dissocier, hein, il lui parle de dissociation entre diagnostic et traitement. Moi, je parle ici de dissociation entre étiquette et besoin. OK? On pourrait avoir deux élèves avec une même étiquette, mais qui présentent des besoins différents. Pensez-y, dans une classe, hein, un regroupement hétérogène, tous les élèves n'ont pas les mêmes, homogènes, je veux dire, n'ont pas les mêmes besoins. On pourrait aussi avoir des élèves qui ont des étiquettes différentes, mais qui partagent un même besoin. Un élève TSA, puis un élève qui reçoit des SASAF pourrait avoir besoin, les deux, hein, de pictogrammes pour comprendre la routine. Par exemple, ben, c'est des étiquettes différentes, hein, mais ils pourraient avoir des mêmes besoins. Une étiquette peut aussi ne pas amener de besoin, hein, puisque le besoin est contextuel et fluctuant. Ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un diagnostic ou d'un code de difficulté qu'on est toujours en besoin. Puis à l'inverse, bien, on peut avoir des besoins même sans étiquette. Donc, mais à quoi sert l'étiquette? Ça, c'est une vraie question, hein, à laquelle je ne suis pas sûre qu'on va répondre aujourd'hui, mais elle nous ramène à cette fonction diagnostique du processus d'évaluation des besoins à laquelle on accorde tellement d'importance dans nos milieux et qui, finalement, ne nous permet pas tellement d'orienter notre action éducative auprès de l'élève. Donc, des apprenants à besoins éducatifs particuliers ou des intervenants et des écoles à besoins éducatifs particuliers? Là, je fais exprès hein, pour provoquer un peu, mais c'est une question. Hein? C'est une question qui est parsemée de points d'exclamation ici. Tu sais? Fait que on y pense.
Chez les élèves issus de l'immigration ou appartenant à des groupes racisés, la recherche a montré en fait qu'il y avait des écueils à éviter spécifiquement pour ces groupes d'élèves-là. D'abord, d'un côté, on peut se retrouver dans des pratiques qui s'inscrivent dans ce que j'ai appelé la surveillance disproportionnée et qui mènent à la suridentification. Donc, par exemple, on peut se retrouver dans des processus d'évaluation des besoins et de soutien où on va procéder, dans le fond, mettre de l'avant la fonction diagnostique et administrative, évaluer l'élève, confirmer des difficultés et orienter l'élève vers l'adaptation scolaire. De l'autre côté, on retrouve aussi des pratiques qui sont plutôt, qui s'inscriraient plus dans le pôle inaction et sous-identification. Parce que l'élève est issu de l'immigration ou qu'il est biplurilingue en émergence, donc en train d'apprendre le français, on pourrait se dire, bon, ben moi, j'attends, hein, cet élève-là, il a besoin de temps, j'attends et je ne vais pas, dans le fond, lui apporter de soutien tout de suite parce que je ne voudrais pas, dans le fond, me tromper. Bon, dans un cas comme dans l'autre, vous voyez, on se retrouve sur un petit fil de fer, là, OK, qui fait en sorte qu'on est souvent déstabilisé dans notre action auprès des élèves par rapport à ça. On se pose ces questions-là. Quand est-ce que ça vaut la peine? Quand est-ce que ce n'est pas le bon moment? Qu'est-ce qui se passe pour ces élèves-là? Et ça me permet ici de dire que j'aimerais, dans le fond, que des moments de partage puis de réflexion comme ceux d'aujourd'hui nous fassent prendre conscience que ce fil de fer, en fait, peut devenir comme une poutre. Il va toujours y avoir ces deux dangers-là. Mais si on a les deux pieds plus stables, bien, peut-être qu'on va être plus à l'aise, plus confortable à prendre des décisions, dans le fond, pour le bénéfice des élèves et de leur famille. Donc, déployer des pratiques équitables envers les élèves issus de l'immigration considérés en difficulté, ça voudrait dire, donc, mettre en œuvre des pratiques dynamiques. Dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met la fonction pronostic, maintenant on sait c'est quoi, hein, de l'avant, qu'on articule évaluation et soutien en même temps. Donc, hein, on n'évalue pas pour soutenir, hein, mais on soutient tout en évaluant. Ça nous permet de voir, en fait, comment l'élève progresse, comment l'élève bénéficie de ce qu'on lui propose et pas seulement une photo, hein, figée, statique. Ça nous permet de penser, dans le fond, les forces et les défis comme des processus, puis pas comme des produits, hein, qui sont fixes. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant de réfléchir à qu'est-ce qu'on évalue, c'est quoi la portée de notre évaluation. Et aussi, dans le fond, mettre en place des pratiques compréhensives. Donc, dépasser l'approche catégorielle. Là, vous allez me dire, c'est pas moi qui décide ça, mais c'est quelque chose, hein, qu'on entend de plus en plus, qu'il faut dépasser cette approche-là en privilégiant une approche écosystémique. Reconnaître les processus et les dynamiques d'exclusion, par exemple, les biais potentiels de nos tâches évaluatives. Pensez notre canari dans la mine. Et considérer les réalités et expériences des élèves, dont les langues. Hein? Tout à l'heure, en me présentant, je n'ai pas dit que j'étais orthophoniste de formation et que j'ai beaucoup travaillé. Dans le fond, ces questions-là sont des questions que j'ai moi-même eues comme actrice scolaire. Donc, penser le répertoire linguistique comme des ressources pour l'élève, pour cet élève considéré en difficulté. Le plurilinguisme n'est pas un facteur de risque. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut affirmer de façon claire maintenant. Puis, s'assurer de la compréhension et de la participation des familles qui ne maîtrisent pas suffisamment le français, notamment, je dirais, dans l'explication de c'est quoi un processus d'évaluation des besoins, puis aussi d'avoir un consentement éclairé de leur part quand on met ça en place. Hein. Donc, je voulais terminer, 34, ouf, je voulais terminer avec quelques ressources à partager. Là, c'est des petits clins d'œil. Donc, le premier, c'est les fiches régionales que vous retrouvez sur le site du LEDIR, le Laboratoire Éducation et Diversité en région. Ce sont des fiches qui nous permettent de voir
comment la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique se manifeste dans les différentes régions du Québec. Et là, je pensais que j'avais mis la diapo sur la Mauricie, puis je prends toujours celle-là puisque je travaille à Trois-Rivières, mais où on voit, par exemple, qu'en Mauricie, bien, il y a 44 langues maternelles déclarées par les élèves. Donc, on ne peut pas dire que c'est un milieu homogène, c'est terminé, ce moment-là. Je voulais aussi partager la capsule Sors tes langues, qui est une capsule qui a justement été réalisée par la DILEI, à laquelle j'ai participé, où on voit des orthophonistes modifier en fait leurs pratiques pour déployer des pratiques écosystémiques dans une école préscolaire en milieu plurilingue et pluriethnique. Je pense que c'est inspirant. Et je voulais aussi vous partager ce cadre qui s'appelle le bien-être et la réussite en contexte de diversité, qui est disponible aussi en ligne, c'est de là que je sors mes loupes et cette réflexion sur notre regard sur la diversité et comment ça a une incidence sur les pratiques qu'on déploie. Alors, merci de votre attention.